luxe. Et aujourd'hui, nous, on a le plaisir de recevoir Loïs de la Soudière, de la société Goods ID, et Kelly Zhang, qui représente l'association Cryptosphère, l'association des étudiants. Voilà, donc dans quelques instants, on va pouvoir démarrer, j'irai sur ce sujet, l'industrie du luxe. Voilà, donc pour les fêtes de fin d'année, ça tombe bien justement. Si vous souhaitez poser des questions, eh bien, n'hésitez pas. Donc, Kelly est là pour pouvoir, répondre aux questions ou tout au moins transmettre les informations. Hein. Voilà, ça lui fait rire. Donc, 1 heure, c'est long et c'est en même temps très court pour aborder le sujet. Alors, ce que je vous propose, eh bien, donc, c'est peut-être déjà de très brièvement de commencer par vous présenter. Ensuite, je ferai une petite introduction sur la blockchain et puis Louis présentera donc l'industrie du luxe. Alors, Kelly, on va commencer par Kelly, si tu veux te présenter, qui tu es, ce que tu fais, qui est Cryptosphère. Donc, bonjour à tous. Moi, je suis en école de commerce à Institut Mines Télécom Business School après une prépa D2 ENS Cachan. Donc, c'est une prépa qui associe un peu les cours en fait à la fac et les cours en prépa et notre domaine, c'est du coup tout ce qui est économie et gestion. Moi, je m'intéressais déjà à tout ce qui était blockchain en fait, du fait que j'avais eu un travail en fait à rendre à mon professeur d'économie sur la variation de la masse monétaire et ses effets. Et pour ça, j'avais cherché un peu du coup tout ce qui se passait dans ce domaine et j'avais vu du coup que ça existait, que la monnaie virtuelle de Libra, de Facebook du coup, c'était quelque chose d'un peu innovant et je savais que ça existait déjà, mais je connaissais pas trop le domaine et en m'y penchant de plus en plus, en fait, je me suis rendu compte que en fait, tout ce qui est blockchain, ça recouvre beaucoup plus que tout ce qui est crypto-monnaie, ce qui a fait que à la rentrée de septembre actuellement, j'ai postulé à une association étudiante de mon école qui s'appelle du coup Cryptosphère. Je suis membre en tant que business developer et du coup nous notre rôle c'est un peu d'améliorer tout ce qui est l'image de Cryptosphère et aussi de monter des projets, de participer à certains concours. Donc Cryptosphère c'est une association étudiante qui recouvre tout ce qui est les notions de blockchain, de crypto-monnaie, d'intelligence artificielle, d'internet des objets. Donc nous on propose des formations et aussi ça nous permet un peu d'en savoir plus personnellement et aussi d'essayer de partager ça le plus possible et avec nos antennes du coup qu'on a partout en France. Donc voilà. Très bien, merci J'irai pour cette présentation, Kelly. Donc, on va laisser la parole maintenant en fait à Louis pour se présenter. Oui, bonjour à tous. Merci Jean-Luc et Kelly de m'avoir invité à ce webinaire sur la blockchain et l'industrie du luxe. Alors moi, j'ai eu plusieurs vies professionnelles parce que j'étais banquier d'affaires pendant une bonne dizaine d'années à Paris. Et après, j'ai quitté la banque d'affaires pour monter un business Internet où j'en ai des poussettes sur Internet. J'ai racheté un chantier naval, donc aventure industrielle, où je construisais des voiliers en aluminium pour faire le tour du monde, aller au pôle Nord, pôle Sud. Et j'ai revendu à 4 ans et je me suis intéressé à la blockchain il y a 4 ans. Je ne suis pas du tout geek, je ne suis pas développeur. Je sais fédérer les bonnes énergies autour de bons projets. Et quand je me suis intéressé à la blockchain il y a 4 ans, où effectivement a été utilisé, alors il y avait le Bitcoin évidemment, beaucoup de crypto-monnaies et utilisé par les banques, notamment pour certifier des opérations en back-office, je me suis dit que cette technologie allait, si ce n'est changer le monde, au moins changer pas mal de secteurs d'activité. Et donc, j'ai voulu que ma prochaine aventure utilise cette technologie blockchain pour apporter de la valeur à une entreprise, à des individus. Et c'est comme ça qu'est né Goods ID, où après avoir étudié un petit peu tous les secteurs où la blockchain peut apporter beaucoup de valeur, la santé, l'automobile, l'alimentaire, etc., on s'est centré, en fait, on a construit Goods ID pour apporter beaucoup de valeur à l'industrie du luxe. Moi, ce que je voulais, c'est que ce webinaire, il ne va pas être technique, il va être très concret, pour vous donner un peu une overview de ce qui existe, des initiatives dans un premier temps. Je vais vous montrer un peu les applications concrètes de la blockchain dans le luxe, ce qui existe aujourd'hui, qui fait quoi. Alors, je ne vais pas être exhaustif, mais je vais vous donner quelques éléments d'information.
C'est vrai que c'est un secteur qui commence un peu à bouger, notamment après la crise du Covid. Et puis, je vous présenterai Goods ID, la solution qu'on a développée et que nos clients utilisent. Vous expliquer les choix techniques qu'on a fait, à quoi elle sert, quels sont les bénéfices pour les maisons de luxe, pour l'utilisateur final, c'est-à-dire vous, acheteurs de montres, de sacs, de bijoux, de diamants. Et puis, vous dire aussi les services qu'on propose dans le certificat digital, avec un business case concret qui est Courbet, la maison de joaillerie située place Vendôme, qui utilise nos certificats digitales depuis un mois. Alors d'abord, petite overview sur le secteur du luxe. Quelles sont les applications concrètes de la blockchain aujourd'hui? Alors, il y a pas mal d'initiatives. Je vais vous en citer quelques-unes. Par exemple, LVMH, il y a 2 ans, avait lancé un grand projet qui s'appelait Aura, avec Microsoft et Consensus. C'est Louis Vuitton et Dior qui pilotaient ce projet pour essayer de créer un peu une blockchain du luxe et de certifier les produits. Alors, ils ont fait une démo de leur solution à Vivatech. Oui, Kelly a raison, il faut vraiment être, n'hésitez pas à être interactif, c'est des questions, il faut que ça soit interactif. Donc, LVMH avait présenté à Vivatech il y a 2 ans un POC de la solution Aura, mais finalement, Louis Vuitton, en tout cas à ma connaissance, ne l'a jamais utilisé. Il devait le lancer fin 2019, et aujourd'hui, c'est resté un petit peu, à ma connaissance, dans un carton. En tout cas, Louis Vuitton et Dior n'ont jamais recommuniqué dessus. Dans le monde du luxe, il y a aussi d'autres initiatives, alors qui ne sont pas grand public, qui sont plus en B2B. Cartier, par exemple, a des pilotes B2B, donc par rapport à leurs fournisseurs ou leurs distributeurs qui utilisent la technologie blockchain, mais ce sont des initiatives, voilà, pilotes, pas encore déployées à grande échelle. Il y a quelques initiatives grand public qui s'adressent donc aux clients de ces maisons. Je vais en citer quelques-unes. L'année dernière, donc chez Kering, la marque, la maison de horlogère Ulysse Nardin a mis en place, et c'était un peu une grande première, a mis en place une garantie enregistrée dans la blockchain, donc une sorte de e-garantie qui permet d'éviter un peu les risques de fraude sur la garantie. Donc ça fonctionne. C'était une vraie première étape de l'utilisation de la technologie blockchain dans l'univers du luxe et horloger en particulier. Alors, une limite de la solution, c'est qu'il rentre un PDF dans la blockchain. Donc, c'est bien, ça permet de voir le hash du PDF qui a été rentré par la maison, du PDF qui est le certificat de garantie. Par contre, donc ça fonctionne. Si vous achetez une Ulysse Nardin, vous pouvez avoir votre e-garantie, vous inscrivez sur le site et vous avez la certitude que la garantie est live et utilisée. Par contre, rentrer un PDF dans la blockchain, c'est bien, mais ce n'est pas une preuve de propriété. Pourquoi? Parce qu'un PDF, c'est un élément qui est copiable. Donc moi, je peux vous envoyer à tous. Je peux vous envoyer à tous un PDF, mais vous pouvez voir que le PDF a été enregistré dans la blockchain. Mais par contre, vous ne savez pas qui est le propriétaire. Donc, c'est bien pour la e-garantie, mais ça ne fait pas plus que ça. De la même manière, Breitling a annoncé, donc marque horlogère suisse, il y a un mois, la même manière, l'enregistrement dans la blockchain de leur e-garantie. Donc, c'est aussi une étape concrète pour l'utilisateur final. Là, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils utilisent un QR code. Donc, vous allez scanner le QR code sur la carte de garantie et récupérer la garantie qui a été enregistrée dans la blockchain. Alors, c'est bien, mais le QR code, pour notre avis, c'est que là aussi, c'est un peu une interférence dans la preuve de propriété. C'est pour ça qu'il ne parle pas de certificat d'authentification d'ailleurs, il parle de e-garantie. Parce qu'un QR code, moi, je peux scanner le QR code d'une carte dont je n'ai pas la propriété de la montre. Donc, du coup, dès qu'on scanne un QR code, ça ne prouve pas que je suis le propriétaire si je scanne la carte d'un autre. De la même manière, pour lutter contre la contrefaçon, par exemple, si je suis contrefacteur et je vous envoie une montre avec une carte QR code, vous allez scanner a posteriori et puis vous n'allez rien avoir. Oui, parce que je suis contrefacteur. Donc, c'est
c'est bien, mais ça ne, c'est pas vraiment un certificat d'authentification. Et puis récemment, alors nous, Goods ID, on a annoncé avec Courbet, maison de joaillerie de la place Vendôme, une maison écologique qui utilise des diamants de laboratoire, où là, Courbet est une des premières maisons de luxe en France, maison de joaillerie, qui utilise un certificat d'authentification. Donc, ils ont choisi Goods ID, notre solution, que je vais vous présenter juste après, et ça apporte beaucoup de valeur à Courbet et à ses clients. Parallèlement, post-Covid, il y a les grandes maisons de luxe commencent vraiment à réfléchir. Alors, elles sont au courant depuis quelques années, à la blockchain, c'est intéressant, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Mais là, concrètement, après le premier confinement, où les boutiques étaient fermées, là, les mentalités sont accélérées chez les maisons de luxe et les grandes maisons de luxe commencent à réfléchir sérieusement à des projets blockchain. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour l'industrie et qui vont sans doute voir le jour en 2021, certainement. Il y a un autre pan de l'utilisation de la blockchain dans l'univers du luxe, c'est toutes les problématiques RSE, tout ce qui est traçabilité en amont. Nous, Goods ID, on a une solution en aval, comme je vais vous l'expliquer, mais en amont, il y a un grand besoin actuel de faire la traçabilité des matières, savoir d'où elles viennent, etc. Donc là, il y a des maisons, notamment dans le monde de la joaillerie, savoir d'où viennent les pierres, ou du luxe, tel cuir, est-ce que c'est tel animal, cuir de crocodile par exemple, etc. Donc là, il y a pas mal de réflexions et d'actions sur des sujets blockchain, traçabilité en amont, un petit peu comme la blockchain est utilisée dans la traçabilité alimentaire. Et du coup, Goods ID, ça répond bien à ce style de problématique, mais c'est vrai qu'il y a d'autres aussi entreprises qui sont focalisées aussi sur un peu tout ce qui est blockchain, industrie du luxe. Et du coup, en fait, on voudrait vous poser une question. Du coup, qu'est-ce que vous pensez d'Ariani, du coup? Ariani, qui est aussi une entreprise Ouais. dans le domaine, en fait. Oui, alors on a le même objectif avec Ariani, on est à la fois concurrent et pourquoi pas partenaire, mais on a fait des choix technologiques qui sont très différents. Les principales différences, c'est que nous, on s'appuie sur une blockchain publique, transparente, et eux, ils veulent vraiment, en fait, ils veulent créer une blockchain du luxe, donc c'est un consortium, voilà. Donc, qui dit consortium dit si un jour les règles de la blockchain sont changées par le consortium, quid des data. Donc là, c'est une grande différence. Nous, on n'utilise pas de QR code parce que je crois qu'Ariani, il faut scanner le QR code et télécharger l'application. Il n'y a pas de QR code. Nous, c'est un set de data directement émis par la maison de luxe qui est directement transmis de portefeuille en portefeuille, en fait, dans la blockchain. Nous, on a une solution clé en main avec beaucoup de services qui est à l'intérieur et eux sont davantage sur l'infrastructure blockchain. Donc, il y a beaucoup de différences, il y a des choix technologiques et dont le premier, c'est que nous, on utilise la blockchain comme une technologie, pas comme un écosystème. Donc, chez Goods ID, on n'a pas de token, de smart contract ou de crypto-monnaie. On utilise la technologie blockchain dans sa manière un petit peu la plus simple et la plus basique, qui est celle d'horodater et de certifier des datas. C'est une fonction notariale qui est celle de certifier des datas, qui est très forte et qui apporte beaucoup de valeur. Donc, on n'est pas dans un écosystème avec des tokens, des crypto-monnaies comme Ariani. On prend la blockchain dans sa consistance la plus simple et du coup, on est blockchain agnostique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a choisi un protocole, mais demain, qui est IOTA, un protocole allemand qui est utilisé pour les objets connectés. Il y a des constructeurs automobiles qui sont dessus, Engie est dessus, Veolia monitor la qualité de l'eau sur IOTA. Mais demain, on pourrait très bien utiliser un autre protocole, Ethereum, Bitcoin, ou un autre qui va arriver, Tezos. Je sais qu'il y a des projets européens aussi, des protocoles européens. Donc, on est blockchain agnostique. Donc, aujourd'hui, on utilise IOTA. Demain, on peut utiliser d'autres protocoles. Et après-demain, on pourrait même demander à nos clients quel protocole ils souhaitent utiliser. C'est vraiment une technologie. Je vais rentrer dans le détail de notre solution. En fait, qu'est-ce que Goods ID? En fait, on offre aux maisons de luxe une solution très user-friendly, très facile,
qui leur permet d'émettre un certificat digital et de l'enregistrer dans la blockchain. Ça veut dire quoi, émettre un certificat digital? C'est enregistrer dans la blockchain toutes les datas qui sont essentielles et les datas liées au bien, à la montre, au sac, aux bijoux, aux diamants. C'est un peu comme une carte grise. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas acheter une voiture sans carte grise. Vous ne savez pas si elle est volée, d'où elle vient, etc. Donc, on permet à la maison de luxe d'émettre une carte grise, mais à la différence du bout de papier actuel, grâce à la technologie blockchain, on rend cette carte grise dématérialisée, ultra sécurisée, infalsifiable, unique, incopiable et immuable. Donc là, c'est là où la technologie blockchain apporte sa valeur sur la data qu'on ultra sécurise. Donc en fait, on ne digitalise pas le certificat d'authentification. Aujourd'hui, le certificat d'authentification, c'est soit un bout de papier qu'il faut garder, que vous pouvez perdre, il peut être volé, il peut être falsifié, soit une carte en plastique. Nous, on ne digitalise pas ce certificat. Si on le digitaliserait, on mettrait un PDF dans la blockchain, mais je vous ai dit que ce n'était pas forcément une preuve de propriété parce que c'est copiable. Nous, on va le dématérialiser. C'est vraiment de la data qu'on enregistre dans la blockchain directement en sortie d'usine ou en sortie de magasin par la maison. Et une grande différence aussi, c'est que notre certificat digital, qui est donc dématérialisé, ultra sécurisé, il est dynamique parce que c'est de la data. Si c'était un PDF, ça serait statique. Comme il est dynamique, ça nous permet en fait d'enregistrer tout au long de la vie du produit des datas qui sont liées à des événements de la vie du produit. Par exemple, j'ai une révision de ma montre, je vais rentrer la data, voilà, j'exerce ma garantie, ou je fais un transfert de propriété d'un propriétaire A à un propriétaire B. Tout ça, c'est de la data qui va actualiser le certificat digital en live. Donc, on n'est pas du tout sur les données personnelles, c'est complètement anonyme grâce à la blockchain, mais on est vraiment sur les données du produit et on va enrichir le certificat grâce à toutes ces données qui vont valoriser le certificat. Ok, et donc au niveau du fonctionnement, un peu, vous utilisez bien tout ce qui est en fait blockchain au niveau clé publique, clé privée ou une gouvernance du type consortium? Alors nous, ah oui, parce que tu n'étais juste pas là, Kelly, quand j'en ai parlé. Oui, un choix qu'on a fait, c'est vraiment, je le rappelle, c'est une blockchain publique, transparente. Donc on a fait le choix du protocole IOTA, objet connecté, je viens d'en parler. Et donc on n'est pas du tout en consortium parce que on pense que ça apporte pas grand-chose. C'est des choix qu'on a fait, hein, je dis pas que c'est mal ou bien, mais c'est des choix différents. Voilà, on se dit que s'il y a un consortium, ça veut dire qu'il y a des acteurs qui définissent les règles de la blockchain, du protocole, et que si un jour ils veulent changer les règles, voilà, ça peut être, on ne sait pas trop. Alors nous, on a fait vraiment le choix d'un protocole public, transparent, mondial. Ok. Et donc, quand vous parlez là de blockchain, en fait, c'est vous qui l'a créé, c'est pas une maison de luxe qui. Oui, c'est vraiment Non. vous qui prenez ça en Non, charge. à la différence d'Ariani, par exemple, qui eux construisent le protocole sur Ethereum à base d'un consortium. Nous, en fait, on ne construit pas un protocole. Nous, on va utiliser la technologie existante. Donc aujourd'hui, on va utiliser la blockchain IOTA. Demain, on peut utiliser la blockchain Bitcoin ou la blockchain Ethereum ou Tezos. Donc nous, on utilise cette technologie. On ne la construit pas. Par contre, on va offrir une solution clé en main qui va permettre aux maisons d'écrire dans ce protocole, dans la blockchain, à l'utilisateur ou alors à un tiers de pouvoir lire dans la blockchain. Et en fait, c'est nous qui allons, qui offrons cette solution qui permet justement d'utiliser cette technologie. Ok, donc si par exemple un client voudrait travailler avec Goods ID, il pourra choisir le protocole qu'il va utiliser? Demain, oui. Aujourd'hui, on a une solution clé en main sur un protocole défini, IOTA. Mais demain, nous, on est prêt sur d'autres protocoles. Mais et demain, on peut demander effectivement à notre client de savoir sur quel protocole il veut aller. C'est vraiment l'objectif, en fait. Vraiment, nous, la philosophie, c'est vraiment d'utiliser la blockchain comme une technologie. C'est comme, alors je fais une comparaison, mais on a tous une puce Intel à l'intérieur de notre ordinateur.
je vais utiliser ce microprocesseur. Je ne vais pas en recréer une en disant c'est une puce Intel pour le luxe. Non, la technologie existe déjà. Donc nous, notre choix, c'est justement de créer tous les applicatifs et la solution qui permet d'utiliser la technologie blockchain et pas, Ah, et pas de créer un écosystème. en tout cas, c'est pas mal intéressant, mais juste petite question au niveau de qu'est-ce que vous appelez les maisons de luxe en fait est-ce que vous pouvez donner un peu des exemples plus précis en fait? Les maisons de luxe, c'est nous, notre cœur de métier, c'est les maisons horlogères, donc les montres, c'est les maisons de maroquinerie, les sacs, c'est les maisons de joaillerie, tout ce qui est diamants, bagues, bijoux. Ça, c'est vraiment notre cœur de métier. Ok, et par rapport à ça, au niveau de vos relations, est-ce que vous avez déjà eu des problèmes en fait au niveau du système que vous mettez en place justement? Enfin, est-ce que les maisons de luxe trouvent que c'est vraiment légitime d'utiliser ces technologies Aujourd'hui, ouais, elles se posent des questions. Les maisons de luxe, elles ne sont pas technologiques, malgré tout ce qu'on dit, malgré tout ce qu'elles disent. Elles disent qu'elles sont très tech, mais en réalité, elles ne sont pas très technologiques. Et c'est normal, elles ont un produit et une marque et un produit qui se vend tellement tout seul, qui est tellement fort, c'est le luxe, qu'elles n'ont pas forcément, elles avaient, pardon, pas forcément besoin d'adjoindre beaucoup de technologie. Ces dernières années, elles commencent vraiment à rentrer dans le digital parce qu'elles se rendent compte que c'est important. Et tout ce qui concerne la blockchain, ouais, c'est très récent, c'est vraiment très récemment qu'elle commence à voir l'intérêt et l'utilité d'utiliser cette technologie. Je peux expliquer pourquoi. C'est pour les bénéfices, en fait, de notre solution, par exemple, Goods ID, de ce certificat d'authentification dématérialisé, ultra sécurisé et dynamique. À quoi il sert? Quels sont les bénéfices pour l'utilisateur final, c'est-à-dire son client? Lui, il va pouvoir protéger son bien, sécuriser, plus besoin de papier, etc. Dans son coffre-fort ultra sécurisé, il aura son certificat d'authentification et il va pouvoir en un clic prouver sa propriété parce que c'est le seul détenteur de ce certificat digital unique. Donc, il prouve de manière anonyme. Hein. Il n'est pas obligé de déclarer son identité, mais il peut prouver en un clic à un tiers, à un acheteur potentiel par exemple, la preuve de sa propriété. Il peut prouver également en un clic l'authenticité du bien, parce que dans notre certificat digital, on voit tous les événements du bien ont été inscrits dans la blockchain et on offre une solution qui permet à un tiers d'aller lire dans la blockchain. Ça veut dire que je peux montrer à mon acheteur potentiel que cette montre, elle a été fabriquée en Suisse, elle a été vendue place Vendôme, il y a une garantie dessus, elle est appartenue à un propriétaire A, puis à un propriétaire B, et ensuite, il est à moi. Donc là, c'est une preuve parfaite de l'authenticité du produit. Et puis en plus, le client, il va utiliser les services parce qu'on met des services dans le certificat digital. Donc ça, déjà, ça offre beaucoup d'avantages pour le client des maisons de luxe. Pour les maisons de luxe elles-mêmes, à quoi ça sert? Ça sert à lutter contre la contrefaçon. C'est une solution quasiment ultime de lutte contre la contrefaçon. Par exemple, je suis un contrefacteur, je fais un sac Chanel, par exemple, identique, vraiment une copie parfaite. Même il y a le numéro unique à l'intérieur. Je te le vends, Kelly. Toi, tu vois que c'est un vrai. Enfin, tu penses que c'est un vrai. Par contre, je suis incapable de te transférer le certificat digital que je n'ai pas reçu de la maison, qui n'a pas été émis par la maison en début de chaîne. Donc, c'est considéré comme un faux. On ne peut pas se demander si c'est un vrai info. Il n'a pas son double numérique, c'est un faux. Mais ce qui est encore plus fort et pourquoi les maisons s'intéressent à cette technologie, toujours qui est anonyme, c'est que ça leur permet de suivre leurs produits tout au long de la vie. Ça leur permet de toucher les propriétaires successifs du bien de manière anonyme. Si moi, je vends une montre à un acheteur potentiel, l'acheteur potentiel, bon, il a la preuve que c'est une vraie montre, il a tout l'historique, donc il achète. Et à ce moment-là, la maison horlogère peut envoyer un message au vendeur en lui disant qu'il reçoit du cash, en disant reviens sur mon site ou reviens en boutique. Et surtout au nouvel acheteur qui n'est pas client de la maison parce qu'il achète sur le marché secondaire, mais c'est un amoureux de la marque, c'est un ambassadeur, il veut une vraie montre de telle marque. Et à ce moment-là, la maison peut envoyer un message en disant bienvenue dans notre univers, vous avez acheté une vraie montre, etc. Ça veut dire que la maison mère va suivre son produit, tout ça de manière anonyme. On ne connaît pas l'identité de l'acheteur, mais on sait qu'il est propriétaire du bien. Okay. Et ça, c'est très fort parce que, en fait, mais la maison va se servir du produit comme d'un média.
va pouvoir communiquer avec les successeurs successifs, les possesseurs successifs du bien de manière anonyme et se sert du produit comme d'un média. Donc ça ouvre vraiment des champs, c'est même plus du CRM, Customer Relationship Management, c'est du PRM, Product Relationship Management. Et à travers le produit, la maison va offrir des services aux possesseurs successifs. D'accord. Donc, il y a une petite question, du coup, en fait, est-ce que ce serait possible que un peu t'expliques, tu réexpliques en fait comment ça se fait que, par exemple, un diamant ou un sac à main peut être lié à la blockchain, en fait, vu que c'est pas, c'est quand même un diamant, quoi. Donc, c'est pas comme une voiture ou quoi que ce soit. Alors, c'est même plus facile. En fait, nous, notre cœur de marché, ce sont tous les produits où il y a un numéro unique. Évidemment, la carte d'identité du produit, c'est un numéro unique du produit. Donc, sur les montres, il y a un numéro unique. Il y en a même plusieurs de temps en temps. Il y en a sur le cadran, il y en a sur le mécanisme, etc., etc. Sur les sacs, en tout cas pour les maisons de luxe, il y a un numéro unique qui peut être caché ou pas caché, mais il y a un numéro unique qui identifie le sac. Sur les diamants, tous les diamants ont une signature de 14 lettres, chiffres qui sont gravés sur les diamants, qui ne sont pas visibles à l'œil nu, mais si vous allez chez un bijoutier, etc., vous pouvez le voir. Donc, nous, notre solution aujourd'hui s'adresse à tous les produits sur lesquels il y a un numéro unique inscrit dessus. Par contre, on pourrait très bien imaginer aussi que ça s'adresse à des produits où il n'y a pas de numéro unique. Notre solution marcherait parfaitement à la condition suivante, c'est que le produit, prenons un exemple d'un sac peut-être plus bas de gamme, où il n'y a pas de numéro unique sur le sac. Si le sac et le double digital sont toujours associés du même propriétaire, on peut mettre toutes les informations sur le sac et j'ai le double et je transmets les deux à chaque fois. Je vends le sac avec le certificat et en fait, ça va suivre la chaîne de la même manière. La seule limite à cet exercice, c'est si je perds mon sac dans la rue, comme il n'y a pas de numéro unique, à ce moment-là, je ne peux plus réassocier le sac avec son certificat digital. Donc là, effectivement, c'est une limite qui est assez forte. C'est pour ça qu'on s'adresse qu'à des produits qui ont vraiment des numéros uniques et c'est ce numéro qui, évidemment, est le cœur de l'inscription dans la blockchain et qui est émis par la maison en sortie d'usine ou en sortie de magasin. Non, en tout cas, c'est vrai que le secteur de l'industrie de luxe, il est très intéressant pour mettre en place en fait tout ce qui est blockchain, étant donné que dans le secteur du luxe, comme vous l'avez dit précédemment, c'est vrai qu'il y a pas mal de problèmes au niveau des contrefaçons et aussi de tout ce qui est en fait marché secondaire, dans le sens où oui, maintenant en fait, on achète beaucoup de produits en fait et on s'adapte pas mal dans le sens où on va acheter ce produit-là et demain on en achètera un autre. Mais la question qui se pose, c'est aussi en fait du coup de la revente un peu. Et c'est vrai que les certificats, ça peut vraiment être intéressant dans ce sens-là en fait. Alors oui, Kelly, tu as raison. Sur le marché secondaire, c'est un élément qui va permettre de valoriser le bien. C'est-à-dire qu'en un clic, je peux prouver que mon sac est vrai, que ma montre est vraie, qu'elle est authentique. Donc, c'est une aide à la revente. On revalorise le bien, en fait. Entre deux sacs, par exemple, un que moi, j'ai acheté en boutique hier. Donc, je suis certain que c'est un vrai, parce que je l'ai acheté hier. Et un que j'ai acheté, j'ai le certificat digital ultra sécurisé. Moi, si Kelly, je te dis, achète le sac en boutique, c'est juste de la confiance entre toi et moi. Il faut que tu aies confiance pour me croire. Je peux te donner le bout de papier, mais bon, je peux l'avoir copié, falsifié, etc. Et il y a de fortes chances que tu préfères acheter le vrai sac, tu as la preuve digitale que c'est bien la maison qui a émis le certificat digital. Donc oui, ça apporte de la confiance sur le marché secondaire. Et puis si pour l'acheteur, pour l'utilisateur, pour le client, et si on va plus loin, même pour les maisons de luxe, ça leur permet, comme elles suivent leurs produits, ça leur permet aussi de connaître leur marché secondaire. Et pourquoi pas un jour, alors ce n'est pas d'actualité, mais pourquoi pas un jour de le gérer, de le manager. Ok. Et aussi un peu par rapport au sujet, en fait, il y a l'entreprise Origine. Je ne sais pas si vous connaissez, enfin si tu connais déjà, mais en fait, c'est une application qui permet de détecter justement si le produit est
authentique ou non. Est-ce que tu pourrais nous donner un peu ton avis sur le sujet? Oui, Origin. Alors, Origin, je ne sais pas beaucoup plus que ce qu'il y a dans la presse. Normalement, je dois les rencontrer en 2021. Ils ont une solution. La spécificité, c'est que ils veulent authentifier une montre grâce à une photo. Alors moi, je ne suis pas spécialiste. Hein. Bon, alors je le dis en toute honnêteté, je ne suis pas spécialiste de ces technologies-là. Personnellement, j'ai des doutes qu'on puisse reconnaître une vraie d'une fausse par une photo. Surtout sur une montre où on ne connaît pas l'intérieur. Voilà. Quand je parle à des acteurs, enfin, des maisons horlogères, certaines ont les mêmes réflexions que moi. J'attends de voir. Alors, ce n'est pas une solution qui existe. Hein, c'est annoncé pour, je sais pas, mi-2021 ou fin 2021. Attendons de voir. Il y a beaucoup d'effets d'annonce sur le secteur. Attendons de voir si concrètement ça fonctionne. Moi, je ne sais pas. J'ai des doutes. Okay. L'intérêt de notre solution Goods ID, c'est qu'on n'a pas besoin d'adjoindre un élément physique sur le produit. Un QR code, une puce. Alors, s'il y a une puce, on pourrait prendre les datas de la puce pour les enregistrer dans la blockchain, mais il n'y a pas besoin puisque c'est la maison qui va émettre le set de data en sortie d'usine ou en sortie de magasin et qui est ultra sécurisé dans la blockchain. Ok. Juste aussi, est-ce que vous comptez un peu vous développer, mais au niveau aussi des vêtements de luxe en fait, parce que là vous avez parlé pas mal de tout ce qui est bijoux ou sac à main. Alors, les vêtements de luxe, moi je suis un peu plus sceptique sur et il y a des comment dirais-je, des initiatives dans la fashion. Notamment une société marseillaise qui blockchain des vêtements d'une marque italienne. Je suis un peu plus sceptique sur l'intérêt de la blockchain sur des vêtements. Pourquoi ? C'est que je trouve que l'intérêt de la blockchain est très fort quand il y a une notion de propriété. Parce que notion de propriété, et quand ce sont des biens qui sont durables et qui durent dans le temps, que vous revendez, vous léguez à vos enfants, etc. Et sur une notion de valeur. Blockchainer un pull, bon, c'est un exemple, mais qui coûte 50 ou 100 euros, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt de prouver à un tiers que vous êtes le propriétaire de ce pull? Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt de prouver que ce pull est authentique? Aujourd'hui, c'est l'étiquette qui le dit. Alors, sur les biens, sur la fashion de luxe, oui, effectivement, une robe Chanel qui coûte X, c'est bien de savoir que c'est une vraie et pas une contrefaçon. Mais sur la fashion standard, j'ai du mal à voir l'intérêt de la blockchain. Enfin, mais après, on peut l'utiliser et c'est chouette. Mais je trouve qu'il y a moins de force parce que prouver la propriété ou l'authenticité du bien n'a pas aussi de valeur que pour un bien de luxe. Ok. Et au niveau de en fait, prouver l'authenticité, en fait, on a bien vu que tout ce qui est Goods ID par exemple, c'est aussi fait pour un peu contrer tout ce qui est contrefaçon. Ouais. Mais du coup, qu'est-ce que vous pensez un peu de tout ce qui est copie? Parce qu'en soi, c'est pas la même chose. C'est simple. Il peut y avoir plein de. Goods ID, c'est vraiment une solution qui permet de lutter contre la contrefaçon. Si dans le monde il y a des copies, donc je suis contrefacteur, je fais des copies du bien, des copies parfaites. Par contre, le contrefacteur, il ne peut pas émettre le certificat digital qu'il n'a pas reçu de la maison. Donc, c'est des copies sans certificats digitaux. Si demain, Chanel, Hermès, Louis Vuitton, etc., communiquent sur le fait que tous les nouveaux produits neufs ont un double numérique certifié et émis par eux-mêmes, les copies, elles n'ont plus la même valeur. On sait que c'est des fausses, en tout cas. Parce qu'elles ne sont pas avec le certificat digital qui a été émis par la maison. Donc là, c'est assez limpide. Ok. Et du coup, allez-y. Non, je veux juste vous parler des services qu'on met à l'intérieur du certificat, parce que ça, c'est intéressant, c'est aussi des exemples concrets. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure du service marketing, c'est-à-dire qu'on permet à la maison de programmer des campagnes, un peu de marketing pour toucher les possesseurs successifs du bien de manière anonyme, sur tel type de produit, par exemple, pour donner des conseils d'entretien sur toutes les personnes qui possèdent ce sac ou cette montre. Voilà. Quand il y a un transfert de propriété, je vous ai dit, on peut communiquer avec le vendeur et l'acheteur de manière anonyme. Donc ça, c'est très, très fort en expérience client.
Ce qu'on a fait pour les maisons horlogères, c'est un petit module qu'on appelle le One Click Guarantee. C'est la possibilité d'exercer sa garantie en un clic. Aujourd'hui, la garantie, il faut chercher les papiers, etc. Je ne les ai plus, c'est compliqué. Là, comme on a horodaté et certifié toutes les données à l'achat du bien, le certificat, il est sous garantie. Donc, si c'est 2 ans, et si j'ai un problème à la montre, j'ai un call to action dans mon certificat, exercer ma garantie, je clique dessus, j'explique mon problème, je peux rentrer les photos, et je suis directement mis en relation avec la maison horlogère qui va exercer la garantie. De la même manière, si vous ramenez une montre dans une grande maison horlogère, il y a un petit peu de travail côté de la maison horlogère avant de faire les réparations. Il faut qu'elle sache si la montre est authentique, si elle est sous garantie. Si vous n'avez pas les papiers, il faut qu'elle cherche dans ses fichiers, etc. Là, si elle reçoit un message du certificat digital, elle voit tout de suite tout l'historique du bien, qu'elle est sous garantie, que la montre est authentique, et elle peut faire les réparations. Donc, en fait, on simplifie et on modernise l'exercice de la garantie. Et de la même manière, la maison peut piloter la garantie à distance. Elle peut augmenter de 3 mois, de 6 mois la garantie pour tel propriétaire. Et tout ça, ça s'actualise directement dans le certificat. Donc ça, c'est un service assez fort, notamment dans le monde horloger, d'exercer la garantie facilement et sans papier, sans fraude. En Suisse, par exemple, je donne une petite anecdote, mais il y a beaucoup de fraude à la garantie parce que vous achetez une montre, le détaillant, il vous donne la carte de garantie, mais il y a un petit deal et on ne remplit pas la date d'achat. Et donc, si la garantie, c'est 2 ans et que vous allez vouloir l'exercer au bout de 3 ans, normalement, elle n'est pas sous garantie, mais là, vous revoyez votre détaillant et là, vous mettez le tampon de la date actuelle. Donc, c'est juste de la fraude à la garantie. Comme ça, la garantie part, en fait, 3 ans après. Là, c'est plus possible puisqu'on a certifié les datas à l'achat. Donc, ça permet de limiter les risques de fraude pour les maisons horlogères et de faciliter l'exercice de la garantie pour le client. Et le dernier service qu'on a annoncé il y a 15 jours et qui est très fort, où la blockchain apporte beaucoup, c'est pour Courbet, maison de joaillerie de la place Vendôme. Et c'est intéressant, le Miescaï, c'est assez intéressant. Il me dit, Loïs, ton certificat, c'est génial, c'est l'avenir, on sécurise le bien. C'est vraiment, voilà, on se modernise, on ne met plus de papier et on modernise le certificat. Par contre, lutter contre la contrefaçon, ce n'est pas sa priorité. Voilà, il n'a pas beaucoup de contrefaçon de ses produits, contrairement aux montres ou aux sacs. Lui, il fait vraiment des bijoux, des bagues de fiançailles et des diamants. Donc, il me dit, lutter contre la contrefaçon, ce n'est pas pour ça que je prends ta solution. Suivre mon produit tout au long de sa vie, toucher les propriétaires successifs, c'est intéressant, mais je n'ai pas un marché secondaire incroyable. Je vends des bagues de fiançailles. Heureusement qu'elles ne tournent pas, qu'elles ne changent pas de main au bout de 6 mois. On croit encore un peu à l'amour. Et c'est vrai qu'il a moins de marché secondaire que les montres ou les sacs. Et donc, il voulait un service à très forte valeur ajoutée dans le certificat digital pour son premier client. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a inclus un produit d'assurance contre le vol caractérisé. Ça veut dire que vous achetez votre bague de fiançailles et votre produit, il est déjà assuré contre le vol. Donc, marketingment parlant, c'est très fort parce que la maison Courbet dit à son client, si vous faites voler votre bague dans les 2 ans, vous revenez chez nous et on vous donne la même neuve à l'identique. Donc, c'est un service très fort qui est offert par la maison. Vous êtes juste le bénéficiaire. Et la blockchain apporte beaucoup pour limiter les risques de fraude parce que si vous faites voler votre bague de fiançailles, vous allez le déclarer dans la blockchain. Déclarer volé. Donc, votre certificat, il va devenir rouge. Bague volée. Et à ce moment-là, vous ne pouvez pas revendre votre diamant, votre bague de fiançailles, parce que si vous le revendez avec un certificat volé, vous faites du recel. Si vous le revendez sans certificat, vous êtes un petit fraudeur, vous ne pouvez pas prouver que c'est une vraie, que c'est authentique, et vous prouvez votre propriété. Donc tout ça, ça limite les risques de fraude. Et ensuite, la blockchain dans l'assurance, comme on a expertisé le produit en amont et pas après le sinistre, il n'y a pas besoin de faire d'expertise après le sinistre. Donc les process d'indemnisation sont beaucoup plus rapides, automatisés, et ça apporte de la valeur à tout le monde. Donc ça, c'est intéressant, ce produit d'inclusion d'assurance contre le vol à l'achat, nativement intégré dans le certificat digital. Et ça, nous, on réfléchit maintenant à des produits, par exemple, d'assurance casse réparable à mettre dans le certificat pour les maisons horlogères, par exemple. Tout ça pour le bénéfice du client. Parce que c'est vrai que tout ce qui est au niveau des assurances, ça peut être pas mal intéressant, du coup, ce qui est fait déjà avec les assurances. Vous savez,
quand il y a un retard de vol, du coup, on peut être remboursé directement. Après, c'est pas tellement en rapport, mais c'est vrai que tout ce qui est assurance, ça peut être intéressant dans le sens où, oui, c'est vrai que en fait, le plus gros problème, là, dans ce cas, du coup, des produits un peu de luxe, en fait, c'est que c'est vrai que si on perd notre produit, on peut pas faire grand-chose, quoi, pour ça. Ouais. Et Et ce qui se passe aussi, j'ajoute quelque chose, Kelly, c'est que dans le domaine de l'assurance, on est tous assurés. On est même surassurés, hein. On a une assurance habitation, on a des cartes bleues, donc on est surassuré, donc on croit qu'on est. Mais quand il nous arrive un sinistre, ben on se rend compte qu'on est soit mal assuré, soit pas assuré. Pourquoi? Parce que dans votre contrat d'habitation, où c'est forfaitaire, vous vous assurez pour 10 000, 20 000, 30 000 euros, ben vous avez oublié de cocher la case objet de valeur. Donc des objets supérieurs à 800 euros ne sont pas dans ce forfait. Et donc à chaque fois, c'est une déception. On a parlé à beaucoup d'assureurs et effectivement, c'est à chaque fois une déception. Là, ce que la maison Courbet offre à ses clients, ben, l'assurance, elle est intégrée. Donc, dans un moment difficile de cambriolage, etc., et ben, la bague, au moins, elle est assurée. Donc, ça, c'est vraiment est remplacé à l'identique par la maison. Donc, c'est assez fort comme service, notamment dans le monde du luxe. Ok. Donc juste, est-ce que tu pourrais repréciser un peu par rapport à tout ce qui est contrefaçon en fait? Alors du coup, au niveau de la contrefaçon, est-ce que ça peut réutiliser en fait des numéros uniques qui sont déjà associés à des produits, mais en fait qui sont réutilisés pour d'autres produits du coup qui sont des contrefaçons? Oui, mais c'est pareil. Je suis contrefacteur, j'utilise un numéro unique que j'ai vu sur un autre produit. Je vous vends le produit, mais je ne peux pas vous vendre le certificat digital. Je ne suis pas en mesure d'émettre un certificat digital de la maison. Donc, ce qui va se passer, c'est que ces faux produits qui semblent vrais parce qu'ils ont un numéro unique, mais en fait, ils sont complètement faux parce qu'il n'y a pas le certificat digital qui est associé. C'est vraiment le double digital, le double numérique du bien. Et en fait, demain, ces deux éléments iront ensemble. C'est le produit de luxe, la montre, le sac et son certificat digital. Donc, le contrefacteur, il peut mettre tous les numéros qu'il veut, mais s'il n'est pas en mesure d'envoyer le certificat digital émis par la maison, il n'est pas en mesure parce qu'il ne peut pas les mettre. Il ne peut pas signer, il ne peut pas se substituer à la maison pour inscrire dans la blockchain. C'est impossible. Impossible. Donc, du coup, tant qu'il n'y a pas le double numérique du bien, bah, ça sera considéré comme un faux. Du coup, avec la signature de la maison mère, c'est ça? Ah bah la maison va signer dans la blockchain que c'est bien elle qui émet. Ok, ok. Alors, oui, de soucis là. Ok. Donc, au niveau de, en fait, la blockchain en général, est-ce que vous pensez pas que, en fait, tout ce qui est déjà maison de luxe, en fait, c'est suffisant pour tout ce qui est transactions dans ce domaine parce que du coup, on sait bien que la blockchain, en fait, elle est née avec le Bitcoin suite au manque de confiance envers les banques. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça un peu, si vous pouviez donner votre avis sur la question un peu oui, est-ce que c'est vraiment légitime de mettre en place la blockchain en fait dans le domaine de l'industrie de luxe? Enfin, est-ce que oui, parce que comme sur le Bitcoin, ils ont construit un système monétaire, là, cette technologie blockchain ramène de la confiance dans le produit, ramène de la confiance, de la confiance et de la transparence et donc du goodwill. C'est-à-dire je ne sais pas, un sac Chanel sera un vrai sac Chanel et il y aura les autres qui seront peut-être vrais ou peut-être faux. Mais ça apporte de la confiance et du goodwill. Alors, historiquement parlant, la confiance, elle reposait sur quoi? La confiance de la marque. Mais sur un bout de papier, le certificat d'authentification, si je l'avais, ben, je l'avais, ou une carte en plastique, si vous achetez un sac d'une marque connue. Donc, la confiance reposait sur ça. Et quand je revendais mon bien, je devais montrer que j'avais le bout de papier. C'est le bout de papier qui servait de confiance. Le problème, c'est que ce bout de papier, vous pouvez le perdre, il peut être copiable, falsifiable. Donc, à partir de là, par exemple, si vous achetez, je donne un petit conseil, si vous achetez une Rolex, gardez la boîte. La boîte, aujourd'hui, pour toutes les Rolex, fait quasiment office, ça ne fait pas office, hein, mais il vaut mieux l'avoir pour montrer que c'est une vraie. Parce qu'une Rolex sans boîte, ben, on ne sait pas d'où elle vient. Donc, chez Rolex, il faut le bout de papier plus la boîte. Et donc,
comme le problème, c'est que la confiance reposée sur un bout de papier qui est copiable, falsifiable, il y a beaucoup de contrefaçons, oui, c'est indispensable d'ultra sécuriser ce bout de papier, de remettre de la confiance dans le produit. Et la technologie blockchain apporte cela. Ok, et est-ce que si tu peux nous dire pourquoi tu as choisi l'industrie du luxe et pas d'autres secteurs? Parce qu'on sait très bien du coup que la blockchain, en fait, elle est très intéressante pour d'autres secteurs comme du coup l'immobilier par exemple, ou justement l'assurance comme on en parlait tout à l'heure. Ouais. Ben, nous, après avoir étudié plein de secteurs où la blockchain apporte beaucoup, hein, l'immobilier, tokenisation des actifs immobiliers, la santé. En Suisse, il y a un passeport sur le vaccin. En Suède, il y a un passeport même de santé sur la blockchain. L'automobile, il y a beaucoup d'initiatives par Volkswagen, Land Rover Jaguar, par exemple. Donc, il y a beaucoup de secteurs industriels aussi sur la supply chain, etc., où la blockchain apporte beaucoup, parce qu'elle certifie, elle redate des données. Pourquoi est-ce qu'on a choisi le luxe? Tout simplement, c'est que c'était en fait, on s'est concentré sur l'immuabilité de la blockchain et sur la notion de biens durables. Voilà. Nous, la blockchain apporte beaucoup pour les biens durables. Les biens durables, c'est par opposition aux biens consommables, c'est des biens qui durent dans le temps. C'est des biens dont on peut revendre la propriété, c'est des biens qu'on peut léguer à ses enfants, c'est des biens qu'on assure. Donc, c'est vraiment cette notion de biens durables où il y a un marché secondaire qui est important, où donc il y a un manque de confiance. On vient d'en parler. Et là, la blockchain, du fait de son immuabilité, de sa ultra-sécurisation, le fait qu'elle ne soit pas copiable, enfin, que les data soient protégées, ben, apporte beaucoup sur toutes ces problématiques-là par rapport à un bien consommable. Une bouteille d'eau, bon, l'intérêt de la rentrer dans la blockchain est plus faible, voilà, voire nul. Mais donc nous, on a vraiment choisi ce secteur il y a 3-4 ans pour attaquer ces problématiques de propriété, d'authenticité, parce que la blockchain, la technologie blockchain apporte beaucoup et apporte une valeur ajoutée incroyable à ces problématiques-là. Ok. Et du coup, en fait, là, vous parlez de la blockchain et de l'industrie du luxe, mais en soi, enfin, les produits du coup non durables aussi, ça peut être intéressant d'utiliser la blockchain aussi, non? Dans le sens où, en fait, ça permet, par exemple, de retracer du coup tout le trajet jusqu'au produit final, enfin, jusqu'à Oui. la consommation, en fait. Oui, Kelly. Oui, Donc, tu as raison. Tu as oui, raison. En traçabilité alimentaire, ça permet de voir la traçabilité. Alors, moi, je parle aussi pas mal au secteur vin et spiritueux. Alors oui, une bouteille de vin, que ce soit un grand château, ou c'est une bouteille consommable. Un jour ou l'autre, vous allez la boire. Demain, dans une semaine, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Donc oui, c'est un bien consommable. Par contre, sur ce secteur, il y a une énorme problématique de traçabilité entre le château et le consommateur final. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de brokers, d'agents intermédiaires. Et c'est vrai que si vous êtes à Hong Kong et que vous voulez acheter je sais pas, une caisse de Château Margaux, qu'est-ce qui vous prouve que c'est bien du Château Margaux, à part l'étiquette, et la confiance que vous avez dans le broker qui vous la vend, et ainsi de suite, c'est compliqué. Et il y a eu beaucoup de scandales en Chine. Hein. Je crois que c'était Olafite, je crois, où il y avait des fausses Olafite avec les étiquettes, mais le vin, c'était pas du. Donc, comme il y a une pratique de traçabilité, oui, notre solution, la blockchain, pourrait apporter beaucoup pour remettre de la transparence sur ce secteur. Donc, il y a des biens consommables. Dans l'industrie alimentaire aussi, c'est important. Il ne faut pas juste que ça soit du marketing, parce que si c'est que du marketing, ça ne sert pas à grand-chose. Il faudrait vraiment voir concrètement tous les fournisseurs qui rentrent leurs données, etc. Mais oui, il y a des beaux projets qui sont dans ce secteur-là. Et la blockchain apporte beaucoup, apporte de la transparence, de la confiance dans les différents acteurs qui constituent ce que vous allez manger. Donc ça, c'est que des choses oui, en tout cas, c'est positives. très intéressant et ça peut s'appliquer dans pas mal de domaines. Et du coup, pour revenir un peu à Goods ID, en Ouais. fait, ce serait quoi le niveau, enfin, le budget qu'il faudrait mettre en fait si on veut, par exemple, appliquer la blockchain en fait au niveau du coup, de ces produits, quoi.
Oui, alors je regardais juste Hélène Campillo qui disait c'est du marketing en industrie alimentaire. Alors je suis complètement d'accord, moi je le pense, mais je veux pas. C'est bien aussi. C'est bien aussi. Je pensais surtout à. Je pensais, parce qu'il faut donner des exemples concrets, à la blockchain Chicken, poulet de Carrefour, qu'ils ont annoncé il y a 2 ans. C'est une super initiative. Sauf que juste lire dans un code barre et on dit que c'est blockchainé et on voit dans le code barre en disant ben oui, ce poulet il vient de Normandie, etc. Bah, la blockchain n'apporte pas beaucoup. Autant mettre un leaflet et un petit prospectus dans le produit en vous disant bah, ça vient de là. Donc, si c'est dans ce cas d'usage-là, je trouve que c'est que du marketing. Après, si on peut aller voir dans la blockchain ce qui a été inscrit par les différents intervenants, oui, là, c'est autre chose. Voilà. Petite parenthèse fermée. Sur notre business model, bah, nous, c'est très simple parce que, comme vous l'avez compris, on utilise la technologie blockchain, donc on n'a pas de token, on n'a pas de crypto-monnaie, ce n'est pas un écosystème. Donc ça plaît plutôt aux maisons de luxe parce que c'est très simple. Et nous, on a un business model très simple, c'est-à-dire on va facturer à l'émission, donc en euros, à l'émission unitaire d'un certificat digital. Pourquoi? Parce que c'est la mission première, c'est de sécuriser le produit. Donc la maison va émettre un certificat et ensuite le certificat, il va vivre toute sa vie. Il va pouvoir être transmis de main en main, voilà. Donc nous, c'est en one shot, on facture X euros l'émission d'un certificat. Ensuite, on a une deuxième ligne où c'est optionnel, mais la maison de luxe peut s'abonner à nos services, aux services qu'on propose dans le certificat, si elles veulent, oui ou non. Les services liés au marketing, c'est-à-dire de pouvoir programmer des petites campagnes hyper spécialisées tout au long, donc de suivre le produit. Des services liés à la garantie, j'en ai parlé tout à l'heure pour les maisons horlogères. Si elles veulent proposer ça à leurs clients, ben voilà, c'est un abonnement mensuel à nos services. Et puis là, dernièrement, ce qu'on a fait avec Courbet, c'est que comme on a inclus un produit d'assurance contre le vol caractérisé, Goods ID, on est devenu courtier en assurance. Donc on a fait un deal, un partenariat avec un gros assureur qui s'appelle Wacam, c'est l'ancien La Parisienne. Et donc, nous, on est capable de vendre des produits d'assurance dans notre certificat digital. On est devenu courtier en assurance. Et là-dessus, on prend une commission sur les primes d'assurance. Mais ça, c'est optionnel. Ça dépend de ce que la maison de luxe, elle peut offrir de l'assurance sur tel produit, plutôt haut de gamme pour les clients VIP, pas d'assurance sur d'autres certificats. C'est vraiment à la carte. Du coup, ça coûterait combien l'émission d'un certificat? Alors, je ne communique pas dessus parce que c'est des négociations en one-to-one. Après, c'est pas cher. Sur des produits qui coûtent… Alors, nous, notre cœur de métier, ce n'est pas des produits qui coûtent en dessous de 1 000 €. Pas pour une histoire de valeur, encore une fois, de valeur monétaire. C'est juste, c'est ce que je disais tout à l'heure sur les pulls. Émettre un certificat digital sur un pull, voilà, la notion de propriété, de valeur me paraît plus faible que quand on achète une montre à 2 000 €. Là, on a besoin de prouver. On a besoin de… Voilà. Donc, sur des produits au-dessus de 1 000 €, donc 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, le coût est dérisoire. Alors, Loïs, est-ce que tu m'entends? Très bien. Bon, super. Donc, du coup, j'ai essayé pas mal la parole à Kelly et qui s'en sort très bien et que je remercie. J'avais une dernière question aussi en ce qui concerne, je dirais, donc la prestation de Good ID. Est-ce que finalement, on parle de grandes maisons de luxe, mais est-ce qu'elle peut s'adresser aussi à des comment je dirais, des fabricants peut-être moins connus, mais qui vendent aussi de la prestation est-ce qu'ils peuvent se permettre, je dirais, de blockchainiser un peu leur production? Très bonne question, bien sûr. Alors nous, notre stratégie, c'est les petites maisons, les moyennes et les grandes. Quand je dis les grandes, c'est les majeures tomberont après quand elles verront que les petites et les moyennes utilisent. Et nous, notre stratégie, c'est d'avoir des petites et des moyennes. Donc concrètement, on va annoncer au mois de janvier une petite maison de joaillerie qui est en train de se créer. Elle est en train de se créer, donc c'est une start-up, mais dans le monde de la joaillerie, qui veut absolument le certificat d'authentification. Voilà, donc voilà. On travaille, on va annoncer aussi au mois de janvier une magnifique maison de mobilier de luxe. Donc, ils font des mobiliers depuis 100 ans, une maison centenaire qui va l'utiliser. Mais c'est justement l'intérêt de notre solution, c'est qu'elle est très facilement applicable, même pour les petites structures. On n'a pas besoin de s'intégrer à l'IT de la société. Ça peut se faire manuellement, ça peut se faire via API. Donc, comme elle est très simple d'utilisation,
toutes les petites maisons sont les bienvenues pour l'utiliser et on les démarche aussi activement. Bon, eh bien, écoute, voilà, donc l'appel est lancé, en fait, hein, donc pour tous les fabricants qui souhaitent se lancer dans la blockchain. Voilà, on arrive à la fin, je dirais, du webinaire. Je suis désolé pour le début, je dirais, de la présentation. Mon ordinateur a planté, donc là, j'ai basculé sur le téléphone. Ceci dit, c'était vraiment extrêmement intéressant. Je tiens à vous remercier, en tout cas, Loïs et Kelly, pour gérer la qualité de cette intervention. Je remercie aussi bien tous les participants. Et puis, si vous souhaitez voir à nouveau ou parler, je dirais, de cette intervention, donc sachez que là, il va y avoir un replay qui va être directement généré. Et aussi, ça sera mis en ligne, je dirais, d'ici lundi sur la chaîne wallcrypt.com ou youtube.com/wallcrypt. Voilà, bah écoutez, je vous remercie. Merci à tous. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, bah, vous avez compris, hein, si voilà, pour Noël, vous souhaitez acheter une clé de luxe, vérifiez bien effectivement que la blockchain, je dirais, qu'il y a un certificat au niveau de la blockchain. Voilà, merci encore à toutes et à tous. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et puis on se retrouve donc l'année prochaine, en janvier, pour le prochain webinaire. Merci, à très bientôt. Merci Jean-Luc, merci Kelly. Merci. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir.